Yo 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 les mecs, c'est Yann. On se retrouve après 2 mois sans vidéo. Là, je suis de retour, enfin, retour en France, retour aux études, retour à un cadre harmonieux, on va dire, où chaque journée se ressemble un petit peu. J'aime bien retrouver ma routine, on va pas se le cacher. Donc voilà, pendant 2 mois, il n'y a pas eu de vidéo parce que fin de ma mission humanitaire, j'étais en vacances, j'ai kiffé aux Philippines. Ensuite, trek au Népal, très compliqué de filmer des plans, mais j'en ai quelques-uns que je vais vous montrer dans cette vidéo. Puis retour en France, retour aux sources, je voulais prendre un peu de temps pour moi. Puis retour aux études. Donc voilà, beaucoup d'environnements très différents qui ont fait que c'était compliqué de filmer et même j'avais pas forcément envie de filmer. Mais là maintenant, je retrouve mon harmonie sport, études et vidéo. Et je commence voilà, par reprendre la chaîne, même si en soi c'était qu'une pause de 2 mois, pour faire un clap de fin sur mon expérience à l'étranger en partageant voilà, ce qui s'est passé ces derniers mois de voyage à l'étranger. J'avais déjà fait une vidéo sur ma mission humanitaire, mais là on va plus se focus sur le Népal et surtout comment je me sens maintenant que je suis revenu en France et maintenant que je retrouve un système fluide en fait. Maintenant que je suis de retour dans ma routine française et dans mon pays, on va dire. Mais maintenant, on va plus se focus sur mon expérience au Népal et surtout comment je me sens maintenant que je suis rentré en France, quelles leçons j'en tire, enfin, qu'est-ce qui a changé en fait depuis que je suis rentré en France, mes questionnements, etc. Je fais cette vidéo pour moi surtout et pour vous partager mon expérience parce que voilà, ça me fait plaisir d'avoir une vidéo où je peux raconter l'entièreté de mon expérience à l'étranger, au moins j'aurai une trace, tu vois. Donc, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai fait une mission humanitaire de 4 mois dans le cadre de mes études. J'ai contacté une association à l'étranger afin de pouvoir la rejoindre et les aider en tant que volontaire pendant 4 mois. Donc, j'ai contacté l'association Upskills aux Philippines qui m'a gentiment accepté pour que je puisse venir les aider. Donc, j'étais dans un cadre défavorisé. Je travaillais dans un bidonville pendant 4 mois. Ouais, je vous invite à voir la vidéo que j'avais faite là-dessus. C'est une expérience très spéciale que j'ai vraiment appréciée, mais qui à la fois était dure. Enfin, c'était très différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Donc nouveau, qui dit nouveau dit période compliquée, dit période super cool, période d'apprentissage. Donc j'ai appris et c'était dur. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ensuite, je me suis fait kiffer en partant à Palawan. C'est la plus belle île des Philippines. Enfin, en tout cas, une des plus belles îles et très touristique. Afin de de me ressourcer après une expérience comme celle-ci. J'ai bien kiffé. J'ai rien filmé parce que je prenais pas mon tel avec moi en journée. Mais des belles plages, possibilité de surfer, des poissons, des bons restos. Voilà. Retour à, à une vie que j'aime bien, on va dire. Et ça m'a fait du bien avant de partir pour le Népal, qui m'a fait encore plus de bien. Et ouais les gars, vous l'aurez compris, j'ai pu partir au Népal, j'ai enfin réalisé un rêve de gosse et je vais essayer de vous transmettre un petit peu les émotions que j'ai ressenties et qu'est-ce que j'ai fait là-bas. Donc je suis arrivé au Népal le 6 janvier à 21h à Katmandou. J'ai dû faire le visa, la carte SIM, choper du matos de trek, tout ça dans un laps de temps avant d'aller me coucher et de me réveiller à 6h le lendemain pour prendre une Jeep pour la vallée de Langtang. Donc une sacrée galère, mais bon, là pendant... On va dire que toute mon expérience à l'étranger, ça a été une galère. Mais j'aime ça, donc c'était cool. J'ai bien kiffé mon arrivée à Katmandou. J'ai pu rencontrer le mec de l'agence que j'avais pu contacter, qui était, on va pas se le cacher, la seule agence qui proposait ce trek en hiver. Parce que ouais les gars, en janvier au Népal, c'est l'hiver, c'est une sacrée galère, il fait hyper froid, il fait hyper sec, il y a personne. Enfin bref, moi c'est ce que je voulais, tu vois, je voulais me retrouver un peu solo, avec mon Sherpa, tranquillement, on kiffe. Donc voilà. On s'est une nouvelle fois mis dans la merde, on va pas se le cacher. Je suis parti donc le lendemain matin à 6h pour la vallée de Langtang avec mon Sherpa Karma que j'ai rencontré le matin même. Karma Sherpa, le nom sonnait très mal au début. J'ai entendu Karma à 6h le matin avant de partir dans un endroit que je ne connaissais pas. Je me suis un peu chié dessus. Mais bon, le mec était trop cool, on a très vite sympathisé. C'était super sympa. Je me disais que voilà, passer 2 semaines avec un mec comme ça qui va m'en apprendre, même si son anglais est un petit peu miteux qui va pouvoir me transmettre donc la culture, on va pouvoir passer des moments ensemble. Et le fait d'être avec un Népalais, mine de rien, ça rapproche des autres personnes népalaises. Voilà, ça crée du lien avec la communauté, ce que je voulais faire. Voilà, donc on a débuté notre trek le 8 janvier, parce que le 7 janvier, on était dans les transports avec mon Sherpa. On est parti de 1500 mètres d'altitude pour ensuite arriver à la Tea House Lama Hotel à 2400 mètres d'altitude. C'était une sacrée galère, ouais, 8 heures de marche sur un sentier comme ça. Donc je pense qu'au total, on a dû faire 2000 mètres de dénivelé. Mon sac était assez lourd, ouais, pour 15 jours de trek, j'avais mis tout mon matos de haute montagne pour éviter d'avoir froid, donc ça pesait très très lourd, parce qu'au début il faisait plutôt chaud.
Donc ouais, c'était compliqué, j'ai compris que ça allait être une sacrée galère. J'avais les guibolles en feu à la fin de la journée, mais qu'est-ce que j'ai kiffé, putain, il y avait des singes, on a vu les rivières, on voyait de plus en plus de montagnes au fur et à mesure qu'on avançait dans la montagne, enfin dans la vallée, pardon. Donc ouais, vraiment la première journée au top. Je vais pas vous raconter journée par journée, parce que ça aurait pas vraiment de sens, mais disons que voilà, les 5 premiers jours, j'ai fait la vallée de Langtang, on a fait plusieurs vallées. Donc j'ai rejoint le village de Kyanjin-Gompa, qui est tout au fond de la vallée de Langtang, à 3800 mètres d'altitude, pour pouvoir faire un sommet qui s'appelle le Tsergori, à 5100 mètres. Et j'ai, pour la première fois de ma vie, rencontré le mal de l'altitude. Voilà, c'est vrai que dans les Alpes, j'ai monté quelques montagnes, mais j'avais jamais eu le mal de l'altitude parce que bah, je montais à 4000 maximum, tu vois, tout ce qui était disponible dans les Alpes. Mais là, on a atteint, par exemple, une journée, on était monté à 4800 mètres d'altitude pour aller s'entraîner sur un glacier. Je voulais que mon Sherpa m'apprenne quelques techniques glaciaires qu'il connaissait, tu vois. Mais une sacrée épopée. On part, on trace le sentier. Mon Sherpa connaissait pas du tout le coin parce que bah, c'était pas du tout ce qui était prévu qu'on fasse. Mais je lui avais demandé en fait s'il était chaud qu'on fasse ça. Il m'a dit OK. Donc on y va. On arrive sur le glacier, 4800 mètres, et j'ai la tête en feu. Envie d'exploser, envie de vomir, vision qui se trouble. Bref, une sacrée galère. On redescend vite en courant. Et là, j'ai compris que ouais, dès qu'on allait dépasser les 4500, 4600 mètres d'altitude, ça allait commencer à être compliqué. En plus de ça, plus on monte en altitude, plus le froid, les gars, le froid la nuit, ouah, pendant 15 jours, ça tape un petit peu, hein. J'étais habitué dans les Alpes, tu vois, à me faire du -6, -8 degrés en bivouac qui commençait déjà à me taper. Mais là, on avait du -25 degrés. Heureusement, j'avais du bon matos qu'on m'avait filé à Katmandou. Mais dans tous les cas, les gars, -25 degrés, tu mets le pied hors du sac de couchage, t'es foutu. Voilà, voilà. J'ai passé des nuits assez compliquées. Tu mélanges le mal de l'altitude à Kyanjin-Gompa, donc 3800 mètres, j'étais redescendu, mais j'avais toujours mal au crâne, parce qu'en soi, j'étais pas hyper bas, j'étais quand même à 3800 mètres, tu vois. Plus les -25 degrés qu'on s'est tapé, une sacrée nuit avant de commencer l'ascension donc, du Tsergori à 5100 mètres, où là, voilà, je me suis dit, on le tente, on voit si ça passe, parce que c'est pas du mixte, tu vois, c'était pas mi-escalade, mi-marche, c'était vraiment que de la marche au début et un peu de mixte à la fin. Donc la marche est très bien passée et quand on a commencé à faire le mixte, là ça a commencé à taper sévère. Mon crâne, le soleil, ouais, j'avais pas mis mes lunettes au début, une sacrée erreur. Enfin bref, je commence à mettre mes lunettes, mais mon crâne en feu. On arrive vers les 5000 mètres, je commence vraiment à galérer, mais galérer sévère. J'avais déjà 6 journées de trek dans les jambes, enfin dans les guibolles. Plus là, le mal de l'altitude, il faisait très froid, on avait un vent de fou et la neige était instable. Donc une sacrée galère, on a abandonné à 70 mètres du sommet. J'avais bien le seum, mais je savais que si j'allais au sommet, ça allait très mal se passer pour la descente. Descente qui s'est d'ailleurs très très mal passée dans tous les cas, je tombais tous les 100 mètres, mais bon, pas de grosses blessures ni rien. On redescend à Kyanjin, l'après-midi, j'ai pas du tout mal à la tête, donc ça c'était nickel. Donc voilà, 5 jours, vallée de Langtang, superbe vallée, magnifique, des singes, des belles montagnes, surplombées par le Langtang Lirong, il me semble, à 7300 mètres d'altitude, voilà, le plus haut sommet de la vallée. Vraiment, il est hyper imposant. C'est tellement différent en fait des montagnes qu'on voit en France. Là, en France, elles sont déjà magnifiques, mais ici, elles ont un esprit. Enfin, vraiment, t'as l'impression que tu te sens observé par des monstres, quoi. Donc, c'est hyper imposant, hyper stimulant. Et puis, vu qu'on était tout seul, voilà, avec mon Sherpa, on était tout seul. Aucun touriste en janvier, donc ça, c'était nickel. Je pouvais parler avec les communautés des villages en altitude. Ça, c'était aussi hyper cool. Même si j'avoue que le soir, j'étais juste démarré, je voulais juste dormir. Donc voilà, ces 5 jours dans la vallée de Langtang, ça a été vraiment un pur kiff, histoire de bien commencer le trek, de bien se chauffer les guibolles. Ensuite, donc, on est redescendu de Kyanjin-Gompa jusqu'à ma première tea house au Lama Hotel. Donc ça, on a fait tout ça en une journée. Je peux vous dire que les mollets, ils ont tapé sévère. On s'est tapé, je pense, 3000 de D-. Ouais, ça a bien chauffé. Ensuite, donc, on a dormi au Lama Hotel et on a rejoint une autre vallée qui s'appelle Gozaigonda. Faut s'imaginer en fait la vallée de Langtang ici, Lama Hotel là et la vallée de Gozaigonda ici. Une journée pour redescendre, puis ensuite on dort et on est reparti pour la vallée de Gozaigonda. Une vallée où déjà il a fallu se taper une pente abrupte, frérot. J'ai jamais vu ça. Pendant 3 heures, on s'est mangé mais que de la pente, que de la pente, avant de redescendre, puis que de la pente.
Heureusement, on est passé par un énorme pont népalais qui m'a fait du bien. Donc voilà, on a fait la première journée de marche dans la vallée de Gozé-Gonda pour rejoindre un village qui était un petit peu en rizière, en plateau, et c'était vraiment magnifique. Désolé, vraiment, j'aurais kiffé avoir plus de vidéos de mon trek, mais je préférais en fait profiter du moment. Et en fait, c'est même pas ça, c'est que je pensais pas à filmer. Je kiffais tellement le moment que j'ai quelques plans à la GoPro que je vais vous mettre et de mon téléphone, mais la plupart du temps, juste je parlais avec mon Sherpa ou alors, bah, vu qu'on est tous les deux passionnés de montagne, juste s'ennuyer en montagne, ça fait du bien. Moi, je kiffe ça, tu vois. Donc, juste marcher tranquillement, ne rien dire et regarder le paysage, c'est ce qui occupait la plupart de mes journées, tu vois. Donc, on attaque Vallée de Gozaïgonda, on a déjà fait une journée de marche, puis là, voilà, c'est comme la vallée de Langtang où on se tape 8 heures de marche par jour, un pur kiff pour moi, tu vois, je kiffe. Même si j'avoue que les épaules avec le sac à dos, elles commencent vraiment à être saccagées, là, j'en peux plus. Mais bon, on a un élément qui vient me réconforter, c'est que je me fais pote avec un cheval, les gars. Et ne prenez pas cette relation à la légère, c'est devenu le frérot. Je l'ai appelé Zélef, je vous mets une vidéo ici, voilà. On s'est posé pour je crois, il me semble que c'était la troisième journée de marche dans Gozaïgunda, dans la vallée. On s'est posé un petit village, je me faisais chier parce qu'on était arrivé à 15 h. Mine de rien, t'arrives à 15 h, tu dors pas avant 21 h. Bah, tu fais quoi pendant les 6 heures en fait? J'allais pas porter 15 bouquins, j'en avais ramené qu'un seul. Je l'avais déjà quasiment fini, mais lire pendant 6 heures, ça commence à me saouler. Le bigot, j'avais pas forcément envie d'être tout le temps dessus, donc voilà, je sortais, je marchais, mais j'avais froid. Et là, oh, vlatipa qu'il y a un cheval qui vient et qui se fait poteau. Donc on observe le coucher de soleil ensemble et ça m'a vraiment redonner une petite claque, tu vois, j'ai vraiment kiffé. C'était un moment où j'étais un peu sur la descendante, tu vois. Le trek, je commençais à moins le kiffer, mal aux épaules, je me fais chier tout l'après-midi, bref. Le cheval, c'est un frérot, donc ça m'a bien réconforté et j'étais prêt pour réattaquer. Et il fallait que je sois prêt pour réattaquer, parce que là, on commençait à attaquer la haute altitude de la vallée de Gozaïgunda. Quand je me suis fait pote avec le cheval, on devait être à 3300 mètres. Il me semble qu'on était à Singompa, un petit village d'haute altitude où il y avait personne, juste deux tea house. Et on commençait à monter, ouais, le lendemain on devait monter à 4005. On se tapait des sacrées côtes, donc il fallait que je sois prêt. Et heureusement, le cheval avait été là pour me réconforter, comme j'ai dit déjà 5 fois, je pense. Donc on est parti le lendemain, j'étais tonique. Là, cette journée, on a vraiment speedé, je sais pas pourquoi, on s'est très bien débrouillé. On est arrivé à des lacs d'altitude, pas les lacs d'altitude de Gozaïgonda. C'était vraiment magnifique. Il me semble que j'ai quelques photos, donc je vous les mets ici. Et là, vraiment, on a kiffé parce qu'avec mon Sherpa, on s'est posé. Il y avait une espèce de petite plage, enfin un halo de cailloux qui s'était transformé en sable autour des lacs gelés. On s'est posé là, petit soleil à 4005, pas de mal de montagne. J'étais tranquille, tu vois. J'ai vraiment kiffé cet après-midi-là. Je me suis pas du tout fait chier. Je me suis fait pote avec des Coréens. D'ailleurs, les seuls touristes qu'on a croisés du trajet. Très sympa. On a mangé ensemble. Ça m'a bien réconforté. Jusqu'au soir où on m'a dit qu'en fait il n'y avait pas de place dans la tea house et j'ai dû dormir dans un espèce de placard à balai où ils avaient mis un matelas collé serré avec mon Sherpa, ce qui m'arrangeait puisqu'il devait faire -28, -29 dehors. Même si j'avoue que la température, c'est pas forcément ce qui m'a le plus gêné pendant le trek. C'est étonnamment, en voyant les -20 sur la météo, frérot, je suais comme ça, rien qu'à l'idée d'y penser. Mais sur le moment, finalement, ça m'a pas tant impacté que ça. Je devais avoir un très bon sac de couchage qu'on m'avait prêté, je pense. Puis collé serré avec le Sherpa, ça réchauffe, même si on n'a pas vraiment d'intimité. J'ai passé une mauvaise nuit, on va pas se le cacher. Il y a beaucoup de nuits qui ont été compliquées. Et le lendemain, du coup, on a continué dans la vallée de Gozaïgonda en passant par l'Oribina Pass à 4800 mètres d'altitude. Ça fait assez bizarre en fait de donner des altitudes comme ça, comme si c'était banal, alors que la plupart du temps j'étais au-dessus du toit de l'Europe, quoi. Donc c'est assez particulier. Mais voilà, ça faisait quoi? Je pense 10 jours qu'on était en trek, donc là les sensations elles étaient folles, mes jambes elles étaient bon. Elles étaient plus vivantes, mais au moins elles me faisaient plus mal, tu vois. Donc je commençais vraiment à kiffer ces moments avec le Sherpa, et puis surtout je savais que c'était les derniers moments que j'allais passer avec lui. Il nous restait quoi, 2-3 jours à tout casser. Donc voilà, c'est vraiment les moments que je retiens le plus, parce que déjà c'est les plus récents dans mon esprit, et ensuite parce qu'il y a vraiment une connexion avec mon Sherpa. Pendant 10 jours on s'est fait poteau, et là on a nos refs ensemble, etc. Enfin c'est trop cool, tu vois. On amorce la descente, on voit un très beau lever de soleil. Bon,
voilà. J'ai pas de photo du lever de soleil, donc je pourrais pas vous le montrer. Mais on kiffe, tu vois, on amorce la descente, on mange dans des tea house et on arrive à la dernière journée du trek où là, bah pareil, quoi, on descend tout en bas de la vallée de Gozegonda, on redescend à 1400 mètres d'altitude. Et c'est un peu la fin de ce trek, quoi. J'aurais fait la vallée de Langtang, la vallée de Gozegonda, 13 jours de marche. Puis ensuite, on a chopé un bus pour rentrer à Katmandou. Les gars, ne prenez jamais un bus à Kutumsang. Conseil d'amis, ne prenez jamais un bus là-bas. J'avais déjà expérimenté les bus ghetto, les jeepneys ghetto aux Philippines. Mais alors là, j'avais jamais vu ça. On m'avait montré des vidéos des routes au Pakistan avec les bus. C'était la même chose. Voilà. Je me suis jamais autant chié dessus. J'étais côté fenêtre. J'aurais jamais dû me mettre côté fenêtre. J'ai eu envie de vomir tout le trajet. Une sacrée épopée. Mon Sherpa, je sais pas comment il faisait, mais il arrivait à dormir. C'était impossible. J'avais un gamin sur les genoux parce que le bus était évidemment bondé. Donc un sacré bourbier. Mais j'étais aussi triste en fait de quitter la vallée de Gozaïgonda, même le Népal en général. Et toute cette expérience, je savais que c'était le clap de fin. Et je me disais, putain mec, dans 3 jours t'es en France, je sais pas comment réagir. Ça se trouve, je suis plus du tout comme les gens, comme les Français. Comment on fait? Donc une petite boule au ventre, tu vois. Et donc voilà, ce voyage en bus de 6 heures, il a un peu remis tout en question. Enfin, pas remis tout en question, mais j'ai beaucoup pensé pendant ce voyage en bus, voilà. Et on est arrivé à Katmandou. Je suis resté une journée histoire de tout visiter, voilà, visiter Katmandou. Tout visiter, c'est un grand mot, mais j'ai pris le temps d'essayer de visiter les temples, aller dans les lieux mythiques de Katmandou, on va dire, avec mon Sherpa. Puis ensuite, on a mangé ensemble et on s'est dit bye bye. Moment triste, mais je sais que je vais le revoir parce que c'est prévu que je retourne au Népal, qu'on se refasse des sommets ensemble. Le mec est juste trop cool. Et du coup, ouais, la dernière nuit à Katmandou, bah, ça fait bizarre. Tu repenses pas forcément qu'au Népal, tu repenses à tout en fait. Je savais que le lendemain, je reposais un pied en France, je revoyais ma famille, je revoyais mes amis. J'étais un peu paumé, je vais pas le cacher, j'étais complètement paumé, mais c'est un peu ça aussi, le fait de voyager à l'étranger, quoi. Ça joue aussi sur ça. Donc voilà, j'arrivais à la fin de mon trek et maintenant je peux le dire, c'était vraiment le meilleur moyen de me ressourcer, de me retrouver avec moi-même après 4 mois où j'avais été un peu surmené dans la surpopulation, etc. J'avais besoin de me retrouver et de me sentir un peu seul et de tirer les leçons de l'expérience que j'avais vécue tout en profitant de la montagne qui est le domaine que je kiffe, tu vois. Donc voilà, donc à force d'être au-dessus de 4000 mètres, de penser, de m'ennuyer, de kiffer, j'ai pu vraiment me ressourcer, donc ça c'était nickel. Et je vous laisse un petit peu apprécier avec quelques vidéos ce voyage en Népal après que je l'ai raconté. Voilà, je pense qu'après avoir vu cette vidéo, vous comprenez à quel point le Népal c'était dépaysant, ressourçant. Enfin bref, ça avait que des vertus, tu vois. Donc à quel point ça a été dur de retourner en France après ce trek, vraiment très très dur. En fait, pas dur, mais ça a fait un choc. J'ai grave kiffé parce que j'ai passé des moments avec des gens que j'aime en revenant en France et que j'avais pas vu depuis longtemps. Mais retourner dans un environnement dans lequel j'ai vécu pendant 20 ans, j'avais la sensation de casse-départ en fait. J'avais l'impression de retourner à zéro et ça m'a un peu saoulé au début. Donc les premiers jours, j'étais hyper troublé. Certes, c'est trop cool de revoir ses amis, de revoir sa famille, tu passes des trop bons moments, tu racontes ton expérience, ça te permet toi aussi de comprendre tout ce que tu as fait et de voir à travers les autres que ce que tu as fait, c'est juste fou en fait. Donc ça m'a fait du bien. Et surtout, bah, tu repasses des bons moments, quoi. T'as tes refs avec tes potes, enfin, tout était nickel. Mais c'est vrai que voilà, retourner par exemple dans une salle de sport climatisée, reparler tout le temps français, c'était un peu retour à la facilité et ça m'a fait un peu bizarre parce que moi, pendant 5 mois, c'était pas la guerre, mais fallait que je sois solide, tu vois. C'était pas toujours facile et là, tout était trop facile, on va dire. Donc ça m'a mis une sacrée claque. Puis surtout, ce que je remarque après 5 mois à l'étranger, c'est à quel point les Français, on est fainéants et on est aigris. En fait, après avoir vu la résilience des mecs, que ce soit dans les bidonvilles ou alors ceux qui habitaient en haute altitude au Népal, je me dis, ok, les mecs, la vie, elle est pas facile pour eux, ils ont quand même le sourire, ils essayent d'être full gratitude envers les autres, ils se comprennent, ils vivent ensemble. J'arrive là, je fais du vélo, je me fais klaxonner, ça me sourit pas, enfin, je comprends pas, tu vois. Donc ça fait un peu bizarre de retourner dans une sphère où tout le monde pense un peu qu'à sa pomme. Et en soi, c'est normal. Aux Philippines, dans mon quartier, j'étais le seul Européen, donc je me sentais un petit peu tout le temps regardé. Au début, enfin, c'est très bizarre de passer de la personne
unique du quartier à la personne, on s'en fout, personne n'a qu'à là. Et c'est complètement logique, mais ça fait très bizarre. Donc retourner dans cette sphère et me dire que moi, je vais peut-être redevenir la personne que j'étais avant, ça m'a fait très peur. Mais je comprends que j'ai complètement changé, donc à ce niveau-là, je me fais plus de soucis. Voilà, donc comme je l'ai dit en début de vidéo, je veux retrouver une harmonie avec les études, le sport, la création de vidéos et j'ai d'autres passions à côté, mais ça c'est vraiment le principal. Donc trouver un équilibre dans ma vie, ça va être le plus important et je vais travailler à ça. Donc l'objectif, ça va être de garder cet équilibre parce que je pense que c'est ça qui va me permettre d'avancer et de me sentir toujours en voyage. Ça va me permettre de découvrir tout en avançant dans des domaines qui me plaisent. Donc, ça va être ça mon objectif et c'est les leçons que je tire de, ce voyage. Je dirais pas que j'ai eu un déclic, parce que la plupart des leçons, je m'en rends compte en prenant du recul. Mais disons que ça a été un tournant dans ma vie. J'ai même envie de te dire que pendant 5 mois, j'ai quasiment lu aucun livre sur le développement personnel et pourtant j'ai jamais autant progressé. Et mon objectif maintenant, ça va être de me prouver que justement j'ai bien progressé, tu vois? Alors, si je pouvais te donner un conseil, je sais, c'était une vidéo storytelling où je racontais mon voyage, mais s'il y avait un conseil dev perso que je peux te donner, je sais que c'est compliqué et que c'est pas facile d'accès, mais si tu as l'opportunité d'aller vivre quelques semaines, voire même quelques mois au sein d'une communauté complètement différente, qui a un mode de vie complètement différent du tien, tu vas voir que ça va te permettre de tirer des conclusions sur ta vie et te permettre d'avancer par la même occasion. Voilà, merci de m'avoir écouté, c'était Yann Guillard, je racontais la deuxième partie de mon voyage à l'étranger. On se voit dans les prochaines vidéos. Ce sera du développement personnel avec quelques vidéos, je pense, qui sortiront de ce cadre. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Salut les gars.